Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un des cours piliers de votre formation de docteur en médecine, les douleurs thoraciques. Les objectifs pédagogiques de ce cours sont les suivants. Connaître les différentes causes de douleurs thoraciques aiguës, reconnaître parmi ces douleurs celles qui engageraient le pronostic vital à rechercher en priorité et d'établir une stratégie diagnostique basée sur l'examen clinique et les examens complémentaires usuels afin d'étayer une hypothèse diagnostique à confirmer ou infirmer par la suite. Le plan est le suivant. Nous allons introduire, comprendre l'intérêt de cette question, définir, donner les causes, la stratégie diagnostique. Après, nous allons passer en revue les différentes douleurs thoraciques en commençant, bien sûr, par les plus importantes qui engagent le pronostic vital, la prise en charge et on finira par un take-home message. Introduction, on pourra dire que les douleurs thoraciques sont un motif fréquent de consultation et leurs origines sont très diverses. En quoi consiste la difficulté de leur prise en charge? En fait, c'est dû à la subjectivité et à l'absence de parallélisme entre l'importance de la douleur et la gravité de la maladie sous-jacente, ainsi que de la variété des étiologies intra- et extra-thoraciques. Parmi ces nombreuses étiologies, il faudra prioritairement identifier celles qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Par la suite, il conviendra de rechercher des symptômes évoquant les autres étiologies de douleurs thoraciques aiguës en dehors de celles qui engagent le pronostic vital. On peut l'annoncer tout de suite que 2 à 7% des passages aux urgences sont une douleur thoracique et que aux alentours de tiers de ces douleurs thoraciques sont dues à une maladie coronaire. Dès maintenant, on va attirer l'attention sur le premier motif qui peut engager le pronostic vital et qu'il faudra prioritairement diagnostiquer, c'est la douleur thoracique secondaire à une pathologie coronaire. Qu'est-ce qu'une douleur thoracique? Une douleur thoracique désigne toute douleur ou toute sensation anormale et pénible localisée dans la zone du thorax. Elle a bien évidemment des caractères différents selon la cause, selon la localisation, selon le mode de début. On va le voir par la suite. Il faut savoir que chaque organe du thorax peut être à l'origine de cette douleur thoracique. Bien évidemment, par ailleurs, certaines pathologies de l'abdomen peuvent se traduire par des douleurs projetées dans le thorax. Il faut savoir que les douleurs thoraciques peuvent être aiguës ou bien chroniques. On s'intéressera durant ce topo beaucoup plus sur les douleurs aiguës. Ces douleurs témoignent d'un processus évolutif sous-jacent de pronostic incertain. Ce sont les douleurs d'apparition récente, moins d'un mois, ou bien les douleurs dont les caractères se sont modifiés récemment, un fond de douleur chronique, puis augmentation de l'intensité ou bien la fréquence, ainsi que les douleurs associées à des signes de gravité comme la défaillance cardio-respiratoire ou neurologique. Les douleurs chroniques, quant à elles, elles durent plus d'un mois avec la même intensité, sans signe de gravité, et c'est des poussées de douleurs chroniques pour lesquelles le patient consultera éventuellement. De ce fait, on pourra dire que la douleur aiguë peut être considérée comme un phénomène bénéfique, une sorte de douleur alarme dont la fonction est de protéger le corps contre le danger causé par une lésion. La douleur chronique, quant à elle, c'est une douleur maladie, un état pathologique dans lequel ce système d'alarme du corps est complètement déréglé et devient au contraire une force destructrice pour la personne touchée. Quelles sont les causes qui seraient à l'origine de douleurs thoraciques? Il faut savoir que toutes les parties du thorax
en passant par la paroi jusqu'à arriver au cœur et au poumon, pourrait être à l'origine de douleurs thoraciques. Pour faire plus simple, nous allons partager ces causes-là en causes cardiovasculaires et en causes extracardiaques. Les causes cardiovasculaires sont le muscle cardiaque, la circulation coronaire, le péricarde, l'aorte qui représente le système artériel, l'artère pulmonaire qui représente le système veineux. Quant aux causes extracardiaques, c'est tout ce qui entoure le cœur, le poumon, la plèvre, les nerfs, les os, les articulations, la paroi thoracique, ainsi que le tube digestif et les douleurs psychogènes. Les douleurs thoraciques qui engagent le pronostic vital à rechercher en priorité sont toutes les douleurs de cause cardiovasculaire. Les syndromes coronariens aigus, la péricardite aiguë, la dissection de l'aorte et l'embolie pulmonaire. Et secondairement, le pneumothorax qu'il faudra rechercher en priorité aussi. Et par la suite, après avoir éliminé ces causes, on recherchera les autres causes. Pourquoi rechercher prioritairement ces causes-là? C'est parce qu'elles engagent le pronostic vital immédiat et il faudra les rechercher au début. Donc, devant toute douleur thoracique aiguë, évoquer et rechercher systématiquement les urgences vitales suivantes. Les syndromes coronariens aigus, la dissection aiguë de l'aorte, l'embolie pulmonaire, la péricardite aiguë et le pneumothorax. Et parmi ces 5 causes-là, la priorité est donnée au syndrome coronarien aigu. Chaque minute perdue est un muscle cardiaque qui est perdu. Il y a un chapitre très important dans la prise en charge des douleurs thoraciques aiguës. C'est la stratégie diagnostique. Vous êtes face à un patient qui consulte pour un symptôme, un signe subjectif qui est la douleur. Et cette douleur, elle peut cacher une pathologie qui engage le pronostic vital immédiat. La stratégie diagnostique repose sur 4 étapes essentielles devant toute douleur thoracique aiguë. La première étape, évaluation de la gravité du tableau clinique, c'est la recherche des 3 détresses, on le verra après. La deuxième étape, c'est l'anamnèse. L'anamnèse constitue l'étape essentielle du diagnostic. Elle nous permet d'analyser le contexte et les caractères de la douleur. La troisième étape est l'examen physique qui doit être complet et orienté. La quatrième étape, c'est le bilan complémentaire initial qui nous guidera vers les indications des examens plus spécialisés pour étayer le diagnostic. Première étape, évaluation de la gravité du tableau clinique. Et ce, en recherchant et prenant en charge les 3 détresses vitales, hémodynamiques, respiratoires et neurologiques devant tout patient consultant aux urgences. Douleur thoracique ou autres symptômes, toujours rechercher et prendre en charge les 3 détresses vitales avant d'entamer votre examen clinique et examen complémentaire. Deuxième étape, c'est l'anamnèse, qui est une étape essentielle dans la stratégie diagnostique devant une douleur thoracique. Qu'est-ce qu'on recherche à l'anamnèse? Toujours commencer par rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire un par un, poser la question, demander et noter ces facteurs de risque chez le patient. En recherchant aussi les antécédents, en commençant par les antécédents cardiovasculaires, respiratoires et autres, en les notant depuis leur ancienneté, la thérapeutique prise pour ces pathologies. Après, on passe aux caractéristiques de la douleur thoracique, c'est la sémiologie, le mode de début, la date de début, le siège, l'intensité, les irradiations, tout ça, il faut faire un interrogatoire minutieux quant à cette douleur thoracique pour comprendre, pour essayer de l'étiqueter et de la rapporter à une pathologie donnée. Retenez qu'on ne trouve que ce que l'on cherche et on ne cherche que ce que l'on connaît. La deuxième étape est l'examen clinique. Il faut savoir que l'examen clinique ou l'examen physique dans le cadre de l'urgence se fait toujours en 2 étapes.
Première étape, on le dit et on le redit, rechercher les trois détresses vitales, hémodynamique respiratoire neurologique et les prendre en charge si elles sont présentes. Et dans un deuxième temps, faire un examen physique complet, centré sur l'organe ou l'appareil parlant. Quatrième étape, examen complémentaire usuel. Les examens qu'on utilise en pratique d'une façon courante et qui nous aident, les examens qui nous aident dans notre stratégie diagnostique initiale sont l'électrocardiogramme, la radiographie du thorax, plus ou moins un bilan biologique, les troponines, les dédimères en fonction de notre réflexion. Et au décours de cette évaluation initiale, une ou deux hypothèses diagnostiques restent à confirmer ou à infirmer par des examens complémentaires spécialisés en fonction de la stabilité clinique du patient et de la disponibilité de ces examens complémentaires. C'est-à-dire, quand on fait notre évaluation initiale, on a éliminé les détresses, on a fait l'anamnèse, l'examen physique, on a fait l'électrocardiogramme, on a fait la radiographie du thorax, plus ou moins troponine dédimère. Là, nous allons écarter certaines étiologies et retenir une ou deux ou trois pour lesquelles d'autres examens devraient être faits pour étayer, confirmer ou infirmer le diagnostic, mais toujours en prenant en considération deux points essentiels. Le premier point, la stabilité clinique du patient. Un patient instable, il ne faut jamais le déplacer vers un examen complémentaire ou avis ou autre. La deuxième condition, c'est la disponibilité de ces examens complémentaires. Si cet examen ne peut pas être disponible dans l'immédiat, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre examen qui pourrait le remplacer et aider dans le diagnostic? Pareil pour la stabilité clinique du patient. Si le patient est instable, il ne peut pas se déplacer vers un examen complémentaire, il faudra rechercher l'examen complémentaire qui vient au lit du patient et qui peut aider dans le diagnostic. Après avoir vu la stratégie diagnostique face à une douleur thoracique, maintenant nous allons passer en revue les différentes douleurs thoraciques en appliquant cette stratégie sur chaque type de douleur. Bien sûr, nous allons insister sur les douleurs thoraciques qui engagent le pronostic vital et après, on verra les autres douleurs d'une façon brève. Insistons encore que devant toute douleur thoracique aiguë, il faut évoquer et rechercher systématiquement les urgences vitales suivantes: syndrome coronarien aigu, dissection de l'aorte, embolie pulmonaire, péricardite aiguë et le pneumothorax. Voici un tableau comparatif des 5 douleurs thoraciques qu'on va remplir ensemble au fur et à mesure. Pour chaque douleur, nous allons voir les facteurs de risque cardiovasculaires, facteurs favorisants, les antécédents, les signes fonctionnels, les signes physiques, le CG, la radiographie du thorax, le diagnostic positif et la conduite à tenir. Nous allons le remplir au fur et à mesure. On commence par les syndromes coronariens aigus. Après avoir donc éliminé les 3 détresses, rappelez-vous la première étape. La deuxième étape, l'anamnèse, il y a le terrain évocateur. On va trouver beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. C'est un patient avec beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. On peut trouver aussi les antécédents personnels d'engorge d'effort, familiaux de coronaropathie, de mort subite. Ceci dit, si on ne pose pas de questions, on ne trouvera pas de réponse. Donc, il faut poser ces questions. Les caractéristiques de la douleur, toujours dans l'anamnèse, c'est une douleur angineuse typique, rétrosternale constrictive. Tout ça, vous le connaissez. Mais attention aux douleurs atypiques, surtout chez la femme et chez le diabétique. En pratique, la douleur peut siéger de la mandibule à l'ombilic, parfois mimer une douleur gastrique ou bilio-pancréatique. Et ça peut même mimer une urgence chirurgicale. Attention, chez le diabétique, chez la femme enceinte, une douleur épigastrique. Faire un ECG devant une douleur épigastrique et penser au syndrome coronarien aigu. Les 6 accompagnateurs, angoisse, agitation, nausées, vomissements. Retenez beaucoup plus la douleur qui est vraiment
tellement intense que le patient se rappelle de son début à la minute. Il vous dit, ça fait 1 heure, ça fait 2 heures, ça fait 1h30 du début de la douleur. Toujours pour le syndrome coronarien aigu, l'examen clinique, souvent normal. Quand on dit normal, c'est-à-dire il n'y a pas de signe qui vous dit que c'est un syndrome coronarien aigu, en l'absence bien sûr de complications ou d'autres localisations de l'athérosclérose. Le CG, c'est lui qui nous permettra de poser le diagnostic. Il va trouver un sus-décalage du segment ST dans le syndrome coronarien aigu ST+, ou bien un ST sous-décalé, une onde de T ample, voire un ECG normal dans le syndrome coronarien aigu non ST+. Retenez que ce que vous devriez connaître et faire le diagnostic, c'est le syndrome coronarien aigu ST+. Si on s'amuse à faire une radiographie pulmonaire, on la trouvera normale. Les marqueurs biologiques, on va trouver les troponines qui sont positifs, mais attention, ascension des troponines, mais attention, dans le syndrome coronarien ST+, ne jamais attendre le résultat pour entamer la prise en charge. La deuxième pathologie à rechercher systématiquement devant une douleur thoracique, c'est la dissection aortique. À l'anamnèse, vous allez retrouver des facteurs favorisants, l'hypertension artérielle surtout non contrôlée, le syndrome de Marfan et l'anévrisme de l'aorte ascendante. Les caractères de la douleur, c'est une douleur aiguë, prolongée, intense, un type de déchirement irradiant vers le dos. L'examen physique est très riche en matière de dissection aortique. On va retrouver une hypertension artérielle ou un pic, une urgence hypertensive. Ce n'est pas un pic, c'est une urgence hypertensive car il y a une souffrance viscérale, une anisotension. Vous savez, la définition, une différence de plus de 20 mm de mercure entre les deux bras. Il faudra donc, devant toute douleur thoracique, prendre la pression artérielle aux deux bras, abolition d'un pouls, donc une asymétrie des pouls, un souffle d'insuffisance aortique, un déficit neurologique en fonction du trajet de dissection des artères qui naissent de l'aorte. Parfois, on se retrouve devant des complications révélatrices. Tableau d'ischémie aiguë du membre, tableau d'infarctus mésentérique avec douleur abdominale trompeuse, hémopéricarde avec collapsus époparadoxal, tout ça qui va nous orienter vers la dissection de l'aorte. Comme vous voyez ici, le trajet de la douleur qui va coïncider avec, qui va suivre le trajet de l'aorte et de ses branches, avec l'hypertension artérielle et avec l'anisotension. Vous voyez ici, à gauche de la plaque, le faux chenal et le vrai chenal, comme on dit, la vraie lumière et la fausse lumière. Et là, sur cette photo, vous voyez que la vraie lumière à droite de la photo, qui est toute petite, qui est comprimée par la fausse lumière ou bien le faux chenal. Le CG est normal en matière de dissection aortique, sauf si il y a dissection des artères coronaires. C'est une complication de la dissection de l'aorte. Vous savez que les artères coronaires naissent aussi de l'aorte. La radiographie pulmonaire, elle est riche. Elle va nous montrer un élargissement du médiastin et éventuellement épanchement pleural ou aspect de double contour aortique. Le diagnostic est confirmé par l'angioscanner thoracique. Qu'est-ce qu'il faut faire devant une dissection de l'aorte? Il faut calmer la douleur, contrôler la pression artérielle à un niveau acceptable, pas plus de 100 mm de mercure de pression artérielle systolique, orienter en milieu spécialisé et attention aux dissections avec atteinte coronaire, ostiale et modification de l'ECG. C'est un piège classique. On a dit la dissection peut se compliquer dans syndrome coronarien aigu par dissection des artères coronaires. C'est un cas à part, c'est un cas exceptionnel, ce n'est pas très fréquent. Et dans ce cas de figure, c'est la chirurgie qui va régler le tout. Pathologie à rechercher en priorité devant
une douleur thoracique, c'est l'embolie pulmonaire. À l'anamnèse, nous allons retrouver un terrain évocateur. Ce sont les facteurs de risque thromboembolique. Comme vous le savez, l'embolie pulmonaire est une pathologie veineuse. C'est une thrombose veineuse profonde qui va se compliquer d'une embolie pulmonaire. Quels sont ces facteurs de risque thromboembolique? C'est le cancer, c'est la contraception, le tabac, la pilule avec le tabac, la période post-opératoire, le postpartum, l'alitement, les antécédents personnels ou familiaux de maladies thromboemboliques. Les caractères de la douleur, c'est une douleur basi-thoracique en point de côté, associée à une dyspnée aiguë avec polypnée, parfois toux, hémoptysie tardive, agitation. Donc retenez que la douleur thoracique en matière d'embolie pulmonaire, elle passe un petit peu au second plan et c'est la dyspnée aiguë, l'agitation qui vont prendre le dessus. Et donc on peut dire que en matière d'embolie pulmonaire, on aura douleur plus dyspnée, douleur une croix, dyspnée 3 croix. On parle bien sûr ici du tableau typique. L'examen clinique est souvent normal, c'est-à-dire c'est un patient qui est agité, qui est dyspnéique, qui a mal, mais on l'examine, on retrouve rien qui explique cette dyspnée, cette douleur thoracique, les bruits du cœur bien frappés, l'auscultation elle est libre. Mais attention, on l'a dit tout à l'heure, dans l'examen physique, un examen complet, un examen cardiovasculaire en priorité. Et là, si on examine les membres inférieurs, on a de fortes chances de tomber sur une thrombose veineuse profonde. Et là, on a presque posé le diagnostic d'embolie pulmonaire. Et dans des formes graves, plus graves d'embolie pulmonaire, on peut avoir les signes d'insuffisance ventriculaire droite. Et en cas d'embolie pulmonaire grave, on retrouvera un état de choc associé à cette symptomatologie. Le CG, on peut retrouver une tachycardie sinusale, on peut retrouver le fameux aspect S1Q3, le bloc de branche droit, les ondes de T négatives dans les précordiales droites, mais retenez que souvent le CG en matière d'embolie pulmonaire est normal. La radiographie pulmonaire aussi, on peut retrouver des atélectasies en bande, un épanchement pleural basal, une coupole diaphragmatique surélevée, une hyperclarté localisée qu'on appelle le signe de Westermarck, mais aussi retenez que souvent la radiographie est normale. Donc retenez pour l'embolie pulmonaire qu'une douleur thoracique avec dyspnée, radiographie de thorax normale et ECG normal doit faire évoquer obligatoirement le diagnostic. Le diagnostic d'embolie pulmonaire est évoqué, il faut aller jusqu'au bout. Donc là, on commence par doser les dédimères qui, négatifs, écartent le diagnostic. Ils ont une valeur prédictive négative excellente. S'ils sont positifs, il faut aller vers d'autres examens. Le meilleur examen qui a prouvé son efficacité, sa sensibilité et sa spécificité, c'est l'angioscanner thoracique qui va étayer le diagnostic. À défaut, on peut aller vers une scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion. Et chez le patient qui est instable hémodynamiquement, on peut faire une échocardiographie transthoracique ou transœsophagienne pour confirmer le diagnostic. La quatrième pathologie à évoquer en priorité devant une douleur thoracique, c'est la péricardite aiguë. D'abord, la forme non compliquée, avec un terrain évocateur, contexte viral, fièvre, ou bien forme récidivante avec antécédent connu de péricardite aiguë bénigne. La douleur thoracique, elle est augmentée à l'inspiration profonde, en décubitus,
et calmé par l'antéflexion du buste, l'examen clinique, on va retrouver le frottement péricardique qui est fugace et inconstant. Le CG, nous allons retrouver le sus-décalage du segment ST qui est concave et diffus, à la différence de l'ECG retrouvé en cas de syndrome coronarien ST+, qui est convexe et qui est systématisé. Là, il est concave et diffus et bien sûr non systématisé. Un sous-décalage de PQ, pas d'image en miroir. La radiographie pulmonaire, elle montre parfois un élargissement de la silhouette cardiaque ou rien du tout. Devant une suspicion de péricardite aiguë, il faut faire une échocardiographie afin d'étayer le diagnostic. Cette échocardiographie, elle peut être normale en cas de péricardite sèche. Il faudra savoir la répéter. La forme compliquée de la péricardite aiguë, c'est la tamponnade péricardique, c'est le tableau qui nous intéresse. C'est une extrême urgence. Elle engage rapidement le pronostic vital. La douleur thoracique est associée à une dyspnée, polypnée, puis orthopnée et tout. Parfois dysphagie, nausée et ok. Mais surtout, retenez les signes droits. C'est un tableau d'état de choc obstructif, c'est-à-dire nous allons la douleur thoracique et la dyspnée associées à des signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë, turgescence des jugulaires avec le reflux hépato-jugulaire et bien sûr l'état de choc. À l'ECG, nous allons retrouver deux signes importants, le microvoltage et parfois l'alternance électrique. La radiographie de thorax, elle retrouve une cardiomégalie avec un aspect en carafe quand le penchement péricardique est abondant. L'échocardiographie vient confirmer le diagnostic de tamponnade en montrant, en plus de l'épanchement péricardique, un collapsus des cavités droites en expiration et une compression du ventricule gauche par le ventricule droit en inspiration. Sur cette plaque, nous avons essayé de rassembler les facteurs de risque coronarien, les facteurs de risque de péricardique, les facteurs de risque d'embolie pulmonaire et les facteurs de risque aortique. Vous pouvez les voir et les avoir. Et comme ça, il faudra savoir les rechercher devant une douleur thoracique afin de pouvoir orienter la stratégie diagnostique. Cinquième pathologie de douleur thoracique à rechercher en priorité, c'est le pneumothorax qui peut être primaire, spontané chez le sujet jeune longiligne, au secondaire par rupture de bulle d'emphysème. Les signes fonctionnels, c'est une douleur en pointe côté qui augmente à l'inspiration. Les signes physiques, c'est une abolition du murmure vésiculaire dans un émission pulmonaire. Si le pneumothorax est suffocant, ces signes-là vont être associés à une dyspnée, détresse respiratoire, aussi à des signes d'insuffisance ventriculaire droite. C'est le deuxième type c'est la deuxième étiologie de l'état de choc obstructif. Le CG est bien évidemment normal et c'est la radiographie du thorax qui va poser le diagnostic avec l'hyperclarté avasculaire avec moignon du poumon. Quelles sont maintenant les causes extracardiaques à ces douleurs thoraciques? Nous allons les voir brièvement. Nous avons d'abord les douleurs d'origine pulmonaire. Le pneumothorax, nous l'avons vu.
les épanchements pleuraux, les pneumopathies infectieuses, les douleurs d'origine œsophagienne, le reflux gastro-œsophagien, le spasme œsophagien, la dysphagie, les douleurs pariétales d'origine musculaire ou squelettique, le syndrome de Tietz, les lésions sternales, les fractures sternales, et les douleurs d'origine neurologique comme le zona intercostal, le tassement vertébral, les douleurs d'origine abdominale projetée, la lithiase vésiculaire, l'ulcère gastro-duodénal, la pancréatite et j'en passe. Et bien sûr, comme diagnostic d'élimination, les douleurs thoraciques non organiques qu'on appelle douleurs psychogènes. À l'interrogatoire, on retrouve une femme jeune de moins de 30 ans, sans aucun facteur de risque cardiovasculaire. C'est une femme qui est non ménopausée. Et la douleur, elle est plutôt chronique, ancienne et inchangée. Elle est prolongée quelques heures, jours au plus, ou à l'inverse, très fugace. Elle est non insomniante. C'est un diagnostic d'élimination. Il faut une prise en charge psychologique de ces patients. Faut-il ou non prendre en charge cette douleur thoracique et la traiter, ou bien faut-il attendre de poser le diagnostic et de mettre en route la prise en charge? Il faut savoir que par le passé, on ne traitait pas la douleur. On laissait les patients avec leur douleur et on s'acharnait sur l'établissement du diagnostic. Il faut faire le diagnostic, d'accord, mais cette douleur-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle agissait en cercle vicieux avec la stimulation sympathique, tachycardie, hypertension, qui faisait un cercle vicieux et aggravait la physiopathologie, surtout du syndrome coronarien aigu, mais aussi des autres pathologies. Le non-traitement de la douleur thoracique dans le cadre de l'urgence, ou bien une prise en charge de cette douleur qui n'est pas appuyée, s'appelle l'oligo-analgésie. Il n'y a aucun bénéfice à cette oligo-analgésie. Elle ne va pas masquer le tableau, le fait de traiter cette douleur. Au contraire, elle favorise l'agressivité et le patient, il est là, qu'il a toujours mal, il stresse encore et c'est le cercle vicieux. Donc, la douleur thoracique, en parallèle de l'enquête étiologique et de la prise en charge de la pathologie à l'origine de cette douleur, il faudra évaluer et traiter cette douleur thoracique. Donc, en plus du traitement étiologique, il faudra toujours soulager cette douleur. On la soulage et au préalable, une bonne évaluation de l'intensité de la douleur avec l'échelle visuelle analogique, l'échelle numérique, l'Algo Plus, et bien sûr, mettre en route le traitement analgésique approprié sans retard. En take-home message, on dira qu'il faut toujours rechercher et prendre en charge là où les trois détresses vitales, hémodynamiques, respiratoires, neurologiques, devant toute douleur thoracique et devant tout symptôme pour lequel un patient consulte, les urgences cardiologiques doivent être recherchées en priorité. On a expliqué pourquoi: le syndrome coronarien aigu, l'embolie pulmonaire, la dissection aiguë de l'aorte et la péricardite aiguë, puis bronchopulmonaire, pneumothorax, et par la suite, on cherche les autres étiologies. Au moindre doute, gardez le patient en observation avec surveillance rapprochée. Mieux vaut agir par excès que par défaut, et je vous remercie.